Bon, ben, on va commencer. On vous demande de vous rapprocher, comme d'habitude, de laisser la circulation se faire. Et de vous rapprocher pour écouter ce qu'on a à vous dire. Donc merci à tous d'être venus encore une fois. On aimerait bien vous dire que c'est la dernière. Tout ça. L'avenir nous dira, on en reparlera tout à l'heure. On va vous lire le communiqué de la FPS de cette semaine, évidemment. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qui nous intéresse tous, hein, sur l'accord de cessez-le-feu, la trêve, qui doit commencer demain. Plus un petit texte aussi sur l'état d'esprit du nouveau pouvoir américain par rapport au droit international, avec un petit texte que Alain lira sur une loi votée par le Sénat américain. Et puis voilà, donc, et puis les perspectives pour nous. Donc on commence par le communiqué de la FPS de cette semaine. Alors, mercredi 15 janvier, la nouvelle a été annoncée, puis aujourd'hui, on le sait, donc, un cessez-le-feu va être mis en place dès demain matin à Gaza. Hier encore, les Palestiniens de Gaza subissaient un déluge de feu, y compris après l'annonce de la trêve. C'est donc un énorme soulagement pour ces enfants, ces femmes, ces hommes à bout d'espoir, maintes fois déplacés, vivant dans le dénuement le plus total, mourant sans soins, de faim, de maladie, jusqu'aux bébés victimes de froid, et abandonnés de tous face à la barbarie et au génocide israélien. L'aide humanitaire, sanitaire, médicale, psychologique va enfin pouvoir leur être apportée. L'association France-Palestine Solidarité, mobilisée depuis 15 mois dans toute la France, aux côtés de nombreuses associations et forces syndicales et politiques, se félicite pleinement de ce premier pas, fruit, entre autres, de la mobilisation de tous les défenseurs des droits des peuples, des droits humains, du droit international, de la mobilisation de tous les peuples à travers le monde qui ont manifesté sans relâche pour que s'arrête le génocide. Nous restons cependant extrêmement prudents et mobilisés, échaudés par le précédent accord qui n'a pas permis que le cessez-le-feu soit définitif. Les propos des ministres d'extrême droite israéliens sont clairs. C'est vers l'effacement du peuple palestinien qu'ils veulent continuer. Il est donc impératif de poursuivre la mobilisation internationale afin d'obtenir un cessez-le-feu définitif et l'évacuation totale de l'armée israélienne. L'accord prévoit qu'elle demeure dans une partie de l'enclave palestinienne, permettant à tout moment une nouvelle occupation de Gaza. Le cessez-le-feu doit s'accompagner de la libération des otages israéliens, ainsi que de plusieurs centaines de prisonniers politiques palestiniens. On va vous donner les chiffres après. Il faut rappeler que ce sont des milliers de Palestiniens qui ont été arrêtés par Israël depuis le 7 octobre 2023 à Gaza et en Cisjordanie en prévision de ces échanges. Ce sont... Tu m'énerves. Ouais, non, c'est bon. Ce sont donc tous les prisonniers palestiniens qui doivent être libérés, et en premier lieu les enfants, mais aussi ces femmes, ces hommes qui n'ont commis d'autres crimes que d'être nés palestiniens, de résister à l'occupation, à la colonisation, à l'oppression, à l'humiliation qui dure depuis 76 ans.
Une extrême vigilance doit être portée sur la situation en Cisjordanie et à Jérusalem. Pendant les 15 mois de génocide, le nettoyage ethnique, le vol des terres et la répression s'y sont considérablement aggravés. Le gouvernement de Netanyahou n'a jamais caché sa volonté de l'annexer et le soutien de Trump lui est acquis. Alors que la trêve était annoncée, les colons attaquaient le village de Huara et Israël bombardait le camp de Jenin. L'extrême vigilance aussi sur la situation de l'UNRWA, dont le Parlement israélien a voté la fin de l'intervention dans les territoires qu'il contrôle. C'est le sort de dizaines de milliers de réfugiés palestiniens qui est en cause. Nous ne sommes donc pas dupes de la portée définitive de cet accord, qui est aussi le fruit de la pression du futur pensionnaire de la Maison-Blanche, enfin de l'actuel d'ailleurs maintenant. La libération des otages, la veille de son investiture, n'est en rien un hasard. La mobilisation doit donc continuer. Ce sont l'occupation, la colonisation et l'apartheid israélien qui doivent prendre fin. Le peuple palestinien doit pouvoir exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Dans un premier temps, il convient de rester très prudent jusqu'à dimanche, date prévue pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Nous ne nous réjouirons pleinement que lorsque le cessez-le-feu sera total et définitif à Gaza, mais surtout lors du retrait total d'Israël du territoire palestinien occupé, exigé par la résolution de l'ONU votée par 124 pays, dont la France, et qui doit être effectif le 18 septembre prochain. La FPS et ses partenaires restent totalement mobilisés pour que la justice soit enfin rendue au peuple palestinien. Alors, il s'agit d'une information pêchée d'un média de gauche états-unien, Common Grain. Et quand on l'a lu, c'était hallucinant. Alors, 4 experts indépendants des Nations Unies ont exhorté vendredi les sénateurs américains à s'opposer à la loi adoptée plus tôt cette semaine à la Chambre des représentants qui sanctionnerait les membres de la Cour pénale internationale après que le tribunal a émis des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens pour des crimes présumés contre l'humanité à Gaza. La loi s'appelle HR 23 sur la, entre guillemets, contre-cour illégitime. Elle est passée à la Chambre jeudi donc dernier, avec un fort soutien bipartisan. 45 démocrates se sont joints aux 198 républicains en faveur de ce projet de loi qui, s'il était adopté par le Sénat et signé par le président, imposerait, alors je cite la loi, imposerait des sanctions à l'égard de la Cour pénale internationale engagée dans tout effort pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre toute personne protégée des États-Unis et de ses alliés. Un projet de loi similaire, adopté par la Chambre plus tôt cette année, n'avait pas réussi à franchir le Sénat contrôlé par les démocrates. La Chambre haute est maintenant sous le contrôle des républicains. En réponse à la proposition, Margaret Satterwhite, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, et Georges Katrougalos, expert indépendant sur la promotion d'un ordre international démocratique et équitable, et enfin Ben Saul, rapporteur spécial pour la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme, ont déclaré dans un communiqué. Donc je cite, « Il est choquant de voir un pays qui se considère comme un champion de l'état de droit essayer de contrecarrer les actions d'un tribunal indépendant et impartial mis en place par la communauté internationale pour contrecarrer la responsabilité. Les menaces contre la CPI favorisent une culture d'impunité. Ils se moquent de la quête de plusieurs décennies pour placer la loi au-dessus de la force et de l'atrocité.
Le travail inlassable de courageux professionnels du droit à la CPI est le principal moteur de la responsabilité. Le travail de ces procureurs devient le fondement sur lequel reposent nos efforts pour défendre l'intégrité du système du droit international. Nous appelons tous les États partis à la CPI, à tous les États membres en général, à observer et à respecter les normes internationales en ce qui concerne les professionnels du droit qui travaillent pour rendre des comptes pour les crimes internationaux les plus graves. Ni Israël ni les États-Unis ne sont partis au statut de Rome, qui sous-tend la CPI et qui a été ratifié par 125 nations. Mais la Palestine est signataire et les crimes commis par des non-signataires peuvent toujours être poursuivis. L'administration Biden et la plupart des membres du Congrès s'opposent au mandat de la CPI. Mais comme vous le savez, l'administration Biden vit ses dernières heures, tout comme le président républicain élu Donald Trump, dont le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a menacé la CPI d'une réponse forte pour sa décision de traduire les dirigeants israéliens en justice. Les experts de l'ONU ont affirmé que les normes internationales prévoient que les avocats et le personnel judiciaire doivent être en mesure d'exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ou ingérence inappropriée, et ne devraient pas subir ou être menacés de poursuites ou de sanctions administratives, économiques ou autres pour toute action prise conformément aux fonctions, normes et éthiques professionnelles reconnues. Nous exhortons les législateurs américains à respecter l'état de droit et l'indépendance des juges et des avocats, ont-ils ajouté. Et nous appelons les États à respecter l'indépendance de la Cour en tant qu'institution judiciaire et à protéger l'indépendance et l'impartialité de ceux qui travaillent au sein de la Cour. Donc si cette loi était au Congrès, moi je considère que c'est la fin du droit international et donc la confirmation du désordre international. Voilà. Dans un texte qu'on a lu la semaine dernière, il y avait le texte d'un universitaire américain qui disait que ce qui se passait, c'est non seulement un génocide, mais il disait c'est aussi un légicide. Et on en a l'illustration, c'est effectivement la loi internationale qu'on assassine tout bonnement. Voilà, donc je vais vous lire une synthèse d'un article beaucoup plus long et qui fait un peu le point sur ce fameux accord de cessez-le-feu, cette trêve, qui est paru dans le journal L'Orient le Jour, journal libanais, avec un regard croisé. Bon, on l'a déjà dit, hein, on est partagé forcément, et le journal le souligne, c'est un immense soulagement pour les habitants de la bande de Gaza, qui d'ailleurs l'ont manifesté dès mercredi, alors même que rien n'était certain et que les bombes tombent plus fort que jamais. Donc un immense soulagement, mais on n'est pas dupes. Difficile de se réjouir. Il y a cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui devrait accorder quelques moments de répit à une population martyrisée depuis plus d'un an. Mais la grande question c'est jusqu'à quand? Et on se la pose tous, bien évidemment. Donc pour rappel, il y a 3 étapes dans cet accord. La première étape devrait durer 42 jours. Première période, 42 jours, donc 6 semaines. Avec la libération de 33 femmes, enfants, hommes, malades ou âgés de plus de 50 ans, parmi les otages retenus à Gaza, en échange de prisonniers palestiniens. Au moment où l'article est écrit, le nombre de prisonniers palestiniens qui vont être libérés n'était pas très clair, je crois que c'est encore en négociation. 1700 peut-être le dernier chiffre. Voilà. Dans cette période de 42 jours, au 16e jour, donc dans 15 jours, il est prévu de démarrer de nouvelles négociations relatives à la deuxième étape. Vous voyez, tout ça, on n'est pas sur un accord rapide, clair, net. Non, on est toujours dans la négociation. Cette deuxième étape, qui démarrerait donc au bout de 42 jours, après des négociations de 3 semaines, non plus que ça, prévoirait la libération des otages restants et le retrait israélien vers une sorte de zone tampon entre la bande de Gaza et Israël. Et enfin, si tout va bien, il y aurait une étape 3 qui, alors, je reprends la formulation curieuse du journal, qui aboutirait à la libération des otages décédés,
se trouvant encore à Gaza, et qui serait la phase où on parlerait enfin de l'avenir de l'enclave à court terme, à savoir la supervision de sa reconstruction, supervision par l'Égypte, le Qatar, les Nations Unies. Et tout ça, c'est donc, dans un laps de temps, vous avez compris, 6 semaines la première période, il y a une deuxième période dont je n'ai pas la longueur exacte, et puis on commence à discuter dessus. Cependant, dit le journal, L'Orient le jour, donc, les termes de cet accord restent flous, bien trop flous, et des zones d'ombre extrêmement importantes demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il pose la question, pourquoi une approche par étapes plutôt qu'un accord prévoyant simplement la libération de tous les otages en échange d'un retrait de la bande de Gaza? Pourquoi cet accord à étapes comme ça? C'est une question que j'ai entendue plusieurs fois. Alors, élément de réponse, j'ai entendu Bertrand Badi hier sur la chaîne LCP, Bertrand Badi, prof à Sciences Po et spécialiste de la réponse, qui disait c'est un signe tout simplement du fait qu'il n'y a pas de confiance, et qu'on ne veut pas aller s'avancer trop, tout simplement. Donc, ça souligne la fragilité de tout ça. Quelles assurances concernant la volonté israélienne de mettre en application ce deal, puisque c'est un deal, du début jusqu'à la fin? Et là, effectivement, la question, on en est tous bien conscients, elle est absolument pertinente. Les déclarations des dirigeants israéliens ne laissent guère de doute sur leur réelle volonté de mener à bout leur projet. Quelle preuve qu'à l'issue de la première phase de 42 jours, le gouvernement israélien ne décidera pas de reprendre la guerre, quitte à sacrifier des soldats qui seraient encore captifs, ou le retour prévu des dépouilles mortelles. Et évidemment, c'est la question qu'on se pose tous, que tout le monde se pose. Quelqu'un me parlait d'Elias Sambar ce matin, entendu sur une radio ce matin, et qui dit, mais voilà, la probabilité, et c'est ce qu'on a tous en tête bien entendu, c'est qu'une fois que les otages vivants seront rentrés, on ne voit pas ce qui va empêcher Israël de reprendre son avion. Selon le journal Haaretz, il existe 2 versions de cet accord. Il y a la version officielle d'une part, et il y a la version que Netanyahou présente à la société israélienne, et en particulier à la frange la plus à droite de sa base. Et dans cette version, la phase 2 de l'accord reste lettre morte, et Israël est déterminé à reprendre la guerre après l'achèvement de cette première phase, au prix même du sacrifice des otages masculins ou des soldats qui resteraient encore. Voilà. C'est intéressant cette façon de présenter les choses. Il y a effectivement la version officielle qu'on salue ici. On fait semblant d'y croire, on y croit, mais il y a ce qui se dit en Israël. Selon Yossi Fuchs, chef de cabinet de Netanyahou, l'accord, ouvrez les guillemets, l'accord inclut l'option de reprendre les combats à la fin de la phase 1. Si les négociations sur la phase 2, qui doit démarrer, je vous le rappelle, dans une quinzaine de jours, si les négociations sur la phase 2 ne permettent pas la réalisation des objectifs de la guerre, à savoir l'anéantissement militaire et civil du Hamas et la libération de tous les otages. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est clair, les dirigeants israéliens ne renoncent à rien de ce qu'ils présentent comme leurs objectifs. Même s'ils sont bien conscients, même si l'armée le dit, même si ces objectifs-là sont en réalité inatteignables, c'est-à-dire l'anéantissement total du Hamas, même si le Hamas est considérablement affaibli, tous les experts me disent on ne peut pas arriver à l'anéantissement total d'une organisation comme le Hamas dans une situation comme la situation de la Palestine aujourd'hui. Bertrand Badi, encore lui, hier, faisait un parallèle intéressant en disant mais c'est une vue de l'esprit. Dans ce genre de situation coloniale, il faut se rappeler l'histoire. Et il prenait l'exemple de la guerre d'Algérie en disant après la bataille d'Alger, le FLS était considéré comme ratiboisé. Ça a été une victoire militaire française, la bataille d'Alger. Sauf que ça n'a pas mis fin à la guerre et ça n'a pas mis fin au FLN. Le FLN est revenu. Pas assez fort. Ouais. Donc ça n'a pas mis fin ni à la guerre ni au FLN. Le FLN est rené de ses cendres immédiatement après, et peut-être même plus fort après la phase de terreur qu'a été la bataille d'Alger, les tortures, les massacres, etc. On est dans la même situation qui dit c'est une vue de l'esprit de pays occidentaux, peut-être, de dire qu'on peut en finir dans une situation coloniale avec un mouvement de résistance coloniale.
anticoloniale. Donc on en est là. Personne ne sait quelles garanties ont été données pour qu'Israël passe à cette fameuse phase 2. Hein. Le moindre prétexte, le moindre faux pas, la moindre anicroche pourra servir à l'armée israélienne, qui sera toujours là, présente dans la zone tampon. À ce propos, on parle aussi de toutes les interrogations relatives au retrait israélien. On ne parle plus de retrait comme c'était le cas précédemment. On ne parle plus de retrait aux frontières de 67, c'était ce qu'exigeait le Hamas avant, et le Hamas a cédé là-dessus, mais d'un retrait israélien des zones peuplées vers les frontières de Gaza. C'est-à-dire des termes qui sont extrêmement flous, en réalité. Et Dana El-Gourd, qui est une chercheuse américaine au sein du Arab Center Washington, fait remarquer que cela va se traduire en plus, même si tout allait bien jusqu'au bout, ce retrait sur une zone tampon, etc., va se traduire inévitablement par un rétrécissement d'une zone déjà bien trop exiguë pour la population qu'elle est supposée abriter, avec une perte d'espace extrêmement importante, qui était souvent réservée à l'agriculture, mais aussi au logement. Donc des conditions de vie, même si on allait au bout de la réponse, des conditions de vie encore et toujours plus difficiles pour Gaza. Enfin, l'accord ne dit rien concernant la gestion des questions sécuritaires ou la gouvernance post-guerre. Et ça, voilà, tout le monde le souligne aussi, on ne sait rien de ce qui se passe après. Netanyahou, curieusement, alors que officiellement la position de Netanyahou et d'Israël, c'est on ne veut ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne à Gaza, il y a des chercheurs ou des observateurs qui disent que finalement il pourrait être tenté, si les choses allaient plus loin aller au bout, il pourrait être finalement tenté à un retour à la configuration d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire avec le Hamas qui aurait une gestion de la zone, mais ce serait un Hamas tellement affaibli que Israël garderait la main, et surtout cela permettrait à Netanyahou de justifier la poursuite d'un contrôle sécuritaire israélien renforcé sur l'enclave et le blocage surtout de toute négociation autour d'une solution politique juste et durable. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, dans la meilleure hypothèse, où les accords iraient au bout et permettraient d'entrevoir une reconstruction et une vie après la guerre, il n'est pas impossible que Netanyahou soit intéressé par le fait que ce soit toujours le Hamas qui soit là, qui survive un petit peu, parce que c'est le meilleur argument. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs en 2019, il avait fait une déclaration, le Hamas est notre meilleur allié pour ne jamais avoir d'État palestinien à nos côtés. Cependant, c'est peut-être ce qu'il y a dans la tête de Netanyahou, mais l'observateur, c'est un politologue palestinien dont j'ai oublié le nom qui dit ça. Cependant, cette opinion-là, il ne peut pas la dire, évidemment, c'est trop difficile à défendre auprès de l'opinion publique israélienne, puisque l'objectif toujours avancé est l'éradication totale du Hamas. Voilà, donc, entre ce que Netanyahou accepterait éventuellement et ce qu'il peut dire à sa population, il y a un fossé. En décembre dernier, sous l'égide de l'Égypte, le Fatah et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la formation d'un comité qui serait chargé de la gestion des affaires courantes en cas de cessez-le-feu. Et ça, officiellement, Israël n'en veut pas. Nous savons aussi que le cessez-le-feu doit être garanti par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Mais nous ne savons pas si les troupes sur place seront internationales, s'il y aura des observateurs internationaux, si Israël le permettra. C'est toujours Dana El-Gourd qui parle. Nous ne savons pas non plus s'il pourrait y avoir des troupes arabes autres que les Émirats, les troupes des Émiratis, alors que les Émirats sont considérés comme un allié proche d'Israël. Ce n'est pas, dit-elle, Dana El-Gourd, ce n'est pas ce que les Palestiniens veulent, bien sûr. Ils veulent s'autogouverner. La plus grande préoccupation est qu'il n'y a pas de négociation politique claire, de voie politique à suivre, qui inclut l'autonomie palestinienne. Voilà, en fait, tout ce qui est décrit là-dedans, c'est un avenir, on va dire, plus qu'incertain, mais extrêmement sombre. On en a discuté plusieurs fois, là, et on l'a dit aussi lors de la soirée le jour au cinéma. En réalité, l'accord, là, il est probablement imposé par Trump, parce que ça l'arrange d'avoir une victoire, entre guillemets,
au moment de son investiture, mais la réalité, c'est que Trump et Netanyahou sont deux alliés qui négocient ensemble, avec l'un qui montre les gros... On sait bien les positions de Trump sur la Cisjordanie, sur l'avenir de la Palestine et sur le monde dans son ensemble. Donc l'optimisme n'est pas de rigueur, même si on se réjouit avec les Gazaouis aujourd'hui du fait que l'enfer qu'ils sont en train de vivre va, on ne va pas dire cesser tout à fait, parce qu'ils sont quand même pas loin de 2 millions, je veux dire, à vivre sous des tentes en plein hiver. Mais bon, l'entrée de l'aide humanitaire, l'arrêt des bombes, etc., ça c'est une réalité qu'il faut prendre pour le moment. Voilà, je ne sais pas si on continue à lire des choses. Moi je veux dire qu'on continue évidemment, comme le dit le communiqué de la FPS, à rester pour le moins vigilant sur la suite. Nous nous étions donnés comme principe, de maintenir un rassemblement, une présence hebdomadaire tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Rappelez-vous, on avait notre slogan pendant longtemps, cessez-le-feu à Gaza. On y est pour le moment donc. On considère que ce rassemblement est le dernier de cette série en tout cas. Le collectif national pour une paix juste et durable avait prévu d'organiser une grande manifestation à Paris et une action coordonnée sur toute l'Europe. Donc il y aura des manifestations dans les grandes villes dans toute l'Europe. Vous pouvez y aller, c'est dimanche prochain, ou samedi prochain. Initialement c'était pour le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, on y est, et on espère qu'on y sera encore dans une semaine. Mais c'est aussi, bien sûr, pour tout le reste, parce que le combat pour la Palestine, évidemment, il ne s'arrête pas là. Et notamment, en Europe, c'est pour l'arrêt de l'accord d'association Union Européenne-Palestine, Union Européenne-Israël, qui est un véritable scandale. Parce que pour le rappeler, vous savez, c'est mettre Israël dans une position privilégiée. Ça se fait avec d'autres pays, mais dans le texte qui régit ces accords d'association, il y a une sorte de clause morale. Il faut que les pays partenaires qui ont accès de façon privilégiée au commerce avec l'Europe soient clean, comme on dit, sur le plan moral. Ça fait des années qu'on dénonce ces accords d'association avec Israël. Donc, il y aura cette manifestation. Nous, ici, localement, donc, on fait une pause aussi, pas tout à fait. On vous demande de continuer à manifester votre soutien, ne serait-ce qu'en venant à tout ce qu'on organise dans le cadre de la quinzaine de la Palestine. Conférence, alors cet après-midi, il y a une conférence sur la broderie. C'est un petit pas de côté sur le plan culturel, mais aussi la conférence mercredi avec Agnès Levallois, qui aura sûrement une analyse plus poussée que la mienne. C'est sûr. À nous proposer. Donc voilà, c'est mercredi 20h à la salle de conférence. Si dans une semaine les choses tiennent bon, on pourra se réjouir en musique et en mangeant des crêpes aux valseuses à partir de 16h dimanche 26 janvier. Et puis le week-end suivant, encore cinéma à Plestin avec de très beaux films sur la réalité de la Palestine qui ne s'arrête pas avec cette trêve. Et jeudi 30, pas jeudi prochain, le jeudi 30, un autre film, très beau film aussi, Noah Zorland. Voilà, il y a pas mal de choses, vous avez le programme. Donc, on arrête les rassemblements, on vous invite à continuer à manifester avec nous, mais en venant au cinéma, aux conférences, etc. Puis voilà, merci à vous de cette mobilisation sans faille. On est encore 100 aujourd'hui. Hein. Et j'oublie, je vois des gens qui s'agitent. L'organisation de manifestations aussi avec d'autres associations, la FPS Trégor, mais d'autres associations, pour collecter des fonds, je vois Salim au fond, pour ceux qui se battent pour apporter une aide concrète en Palestine et à Gaza en particulier, donc à Mani. Nous on soutient toujours la coopérative Al-Sanabel. Donc il y a un Fesnod le samedi 8 février à Louargat, avec un plateau entièrement solidaire, chanteurs et musiciens. Il y a aussi un concert qui est prévu, mais je n'ai plus la date exacte, avec Variation 21, on peut l'annoncer. Hein. Le dimanche 16 mars à Penvénan. Voilà, donc ce sont d'autres formes de lutte pour continuer. Voilà, donc merci à vous et puis à bientôt dans les différentes manifestations.